C'est un procès hors norme qui s'ouvre demain, 5 ans après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. 2 mois d'audience, 200 parties civiles, 144 témoins et 14 personnes jugées par la Cour d'assises de Paris. Bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir. Vous vous apprêtez à passer les semaines qui viennent au cœur de ce procès que vous allez suivre pour l'Obs. Les attentes suscitées par cet événement sont à la hauteur du choc de 2015. Alors c'est un procès inédit par son contenu, on va le voir, mais aussi par son organisation. Oui, incontestablement, c'est le plus grand procès organisé en France depuis 15 à 20 ans. La France a connu les grands procès des criminels contre l'humanité, Papon à Bordeaux, Touvier à Versailles. On était dans les années 90 et 2000. Il y a eu quelques grandes catastrophes industrielles ou autres qui ont été jugées. Mais là, on attaque en France une page d'histoire totalement inédite, les procès du terrorisme et non pas les petits procès, entre guillemets, que l'on a vus jusque-là, avec des affaires qui sont des affaires d'attentats qui ont marqué la France, mais qui se sont finalement dissous dans l'histoire. Là, on est sur un souvenir collectif marquant, un fait politique majeur et désormais une solution judiciaire à trouver. Et donc un procès d'ailleurs qui va être filmé parce que ça raconte notre histoire, pour les archives. Pour les archives, parce que Robert Badinter, en 85, avait voulu que le procès de Klaus Barbie, qui se déroulait 2 ans plus tard dans la salle des Pas perdus de Lyon, soit filmé pour la mémoire. Ce sont des extraits de films qu'on peut voir aujourd'hui au Musée national de la déportation à Lyon. Aujourd'hui, ça sera filmé, tout comme ont été filmés des procès de génocidaires rwandais ou le procès AZF, pour montrer que ça existait, montrer quelle était cette réalité. Et puis alors, très concrètement, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que ce procès sera filmé parce qu'il se déroule dans une grande salle du tribunal de Paris, nouveau tribunal, celui qui est à côté de la porte de Clichy. Et il va être retransmis dans plusieurs salles parce qu'on attend quasiment 500 personnes. Et il faut qu'il soit filmé parce que ça ne peut pas se dérouler dans une salle d'audience avec autant de monde, même si la salle d'audience principale sera déjà, comme tout procès, une sorte de chaudron où on va retrouver les accusés présents. Donc, il y en aura 11 sur 14. Et puis, les parties civiles qui seront extrêmement vivantes et extrêmement marquantes pour ces audiences. Alors justement, les accusés présents dont vous parlez, ça souligne le fait que les principaux protagonistes, je pense aux frères Kouachi bien sûr, à Mehdi Koulibaly, sont morts. Est-ce que c'est un procès des ombres? Qu'attend de ce procès? C'est un procès des ombres, incontestablement, parce que ce procès historique des attentats de janvier, Charlie Hebdo, Hyper Cacher et Montrouge, est un procès qui va pouvoir porter la vérité, montrer qu'est-ce qu'il s'est véritablement passé. Une enquête détaillée va montrer le rôle de chacun et ensuite on va discuter des charges. Ça, c'est un principe évident. Mais en réalité, c'est un procès qui est pris au piège que le terrorisme a tendu à toutes les démocraties. Les terroristes et les frères Kouachi sont une illustration barbare et terrifiante de tout ça, ont tendu un piège terrible en préparant leur action dans une discrétion absolue. Vous dites que ça stupéfie toujours d'ailleurs leur capacité à être intraçable en amont. Même les plus proches témoins racontent, c'est dans le dossier, que les frères Kouachi ont dit à leur épouse le matin de leur forfait à Charlie Hebdo qu'ils allaient faire les soldes à Paris. Et personne ne les a tracés, personne ne les a remarqués. On verra ce que diront les services de renseignement lors du procès, mais c'est vrai qu'il y a ce côté intraçable, ce côté trop fort, entre guillemets, qui est terrifiant à décrire. Mais en réalité, le piège du terrorisme, c'est que les frères Kouachi sont partis pour tuer. Ils sont partis pour mettre le poing levé face au cadavre d'Ahmed Merabé, boulevard Richard Lenoir, en disant « Vas-y frérot, on a vengé le prophète », mais pour se donner la mort ensuite. Et ils ont réussi de bout en bout. Et ce pied de nez-là existe encore pour la justice. Ils ont pris au piège Charlie Hebdo, ils ont pris au piège la France, qui n'a pas su les suivre, et ils ont pris au piège tous ces complices ou assistants, associations de malfaiteurs qui sont aujourd'hui dans le box, qui sont des gens qu'ils ont été en quelque sorte trompés. Ce ne sont pas des petites mains, ce sont des gens qui ont en réalité des actes très précis qu'on peut leur reprocher. Il y a dans le dossier, un jeune homme, par exemple, qui a acheté pour Mehdi Koulibaly des gilets tactiques, des bombes... Des gilets tactiques ? Des gilets opérationnels, c'est-à-dire des gilets militaires, des bombes lacrymogènes et des tas de choses comme ça. Cet homme a été arrêté très vite, juste après les tueries à l'Hyper Cacher. Il a avoué les faits, mais il a eu une défense qui sera sans doute celle du procès. Il a dit, mais moi... Koulibaly, on le connaissait, à Grigny, c'était un trafiquant de drogue, c'était un leader, il avait fait de la prison. Et moi, j'étais persuadé qu'il voulait faire un go fast.
Ça ne le rend pas innocent, Un cet GOFA, homme. c'est les courses de voitures. Les courses de drogue ou alors un braquage éventuellement. Ça ne rend pas cet homme potentiellement innocent des faits, qu'il le reconnaît. Mais il est mouillé dans le grand banditisme et pas dans le terrorisme. Et ce procès va aussi montrer, au-delà des combats idéologiques qui seront un grand débat en dehors de la salle d'audience, comment ces terroristes très organisés, on était au moment de finalement la bascule entre Al-Qaïda et l'État islamique, comment ces hommes ont réussi, c'est un terreau très favorable, à avoir des armes, à avoir une logistique et à passer à l'action sans que l'État ne parvienne ni à les voir ni à les arrêter. Et vous disiez d'ailleurs en antenne, ça va être très intéressant de voir comment ces hommes-là se défendent, parlent, se font entendre. Oui, parce qu'il y a deux choses. Moi, je pense qu'il y a deux choses dans ce procès gigantesque. C'est qu'il y a effectivement l'écho extérieur qui va se produire et qui n'appartient pas forcément à la justice. C'est la liberté d'expression, c'est la place de Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est ce que les politiques en diront. Mais on va en parler d'ailleurs. La justice doit faire son œuvre, elle va le rendre dans une enceinte monumentale, complexe à gérer, mais c'est comment, face à un dispositif pareil, on rend la justice et comment on arrive à trouver les places de chacun. Et les places de chacun, ce sont effectivement non pas les petites mains, mais on va dire les associations de malfaiteurs secondaires. Il n'y a que 2 personnes qui sont poursuivies pour complicité et dont une sera absente. Mais en réalité, c'est aussi de non pas juger les morts, parce qu'on ne juge pas les morts en France, mais de montrer très précisément quel a été le rôle d'Amédi Coulibaly et des frères Kouachi. Et vous dites qu'au-delà de savoir qui a fait quoi, de l'épicerie judiciaire, comme vous dites, finalement, c'est un procès politique. C'est un procès qui est un procès judiciaire, mais qui aura une répercussion politique. Ce que je veux dire, c'est que le chaudron d'un procès, en général, doit s'abstraire de la foule extérieure. C'est-à-dire qu'on a la caricature extérieure, souvent, du criminel, et on a à l'intérieur de la salle la nuance, la complexité judiciaire et tout ce que ça peut apporter. Ce procès-là, je pense qu'il faut qu'il soit différent parce que c'est un procès qui va écrire une partie de l'histoire de France. On ne peut pas... Un exemple encore, dans le dossier, il y a un doute important aujourd'hui sur le fait qu'Amédi Coulibaly, à Montrouge, quand il a tué Clarissa Philippe, avait un autre dessein, c'était de s'en prendre, comme Mohamed Merah l'avait fait quelques années auparavant, à une école juive qui se trouve à proximité de cet axe de circulation. Le procès devra le dire, le procès devra l'écrire dans les livres d'histoire, et ce n'est pas négligeable quand on sait le poids qu'a eu un événement pareil, pas seulement sur la communauté juive, sur toute la France. Tout ça, pour ça, c'est la une de Charlie Hebdo qui a décidé de republier les caricatures de Mahomet qui leur ont valu tant de haine. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais. Ce sont les mots de Riss, le directeur du journal. Est-ce que c'est courageux de leur part ? C'est une réponse à l'avance à tout le reproche qu'on pouvait leur faire sur les angoisses qu'a provoqué la suite de Charlie Hebdo. Tout le monde dit aujourd'hui que la liberté d'expression a en réalité été atteinte dans sa chair par les attentats et que l'islamisme a progressé. C'est un discours très cohérent qui est porté avec beaucoup d'arguments par Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo, qui l'a dit de façon très précise dans Le Point. Et ce constat, il est hélas partagé par énormément de gens qui sont parties civiles dans ce dossier. Il est partagé par une forme de réalité des choses que personne ne peut hélas beaucoup contester aujourd'hui. La meilleure réponse de Charlie Hebdo aujourd'hui, c'était de dire on refait ce qu'on a dit. On republie les caricatures qui étaient en 2005 dans ce journal danois et qui ont provoqué cette frénésie des choses. Nous ne renoncerons pas. Et nous ne renoncerons pas, nous resterons debout. Et Riss vient jeudi de la semaine prochaine à la barre des témoins. Il le dira sans doute. Et c'est vrai qu'il y a la vertu judiciaire du procès, il y a la vertu historique, mais il y a aussi ce message qui est finalement on continue et on reste en place. Eh bien, merci. Merci Mathieu Delahousse. Et bien sûr, on pourra vous lire tout au long de ces 2 mois dans l'Obs, puisque vous serez au cœur de ce procès. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français. C'est chez Fayard. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur cette deuxième visite d'Emmanuel Macron. C'est au Liban, un mois après la terrible explosion dans le port de Beyrouth. Alors pourquoi la France s'engage autant dans ce pays du Proche-Orient ? Comment expliquer ces liens aussi forts ? Caroline Roux et ses invités, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.